Alors, Serge Thomazian, on va commencer par vous. Vous qui êtes monsieur, enfin, je ne sais pas si on peut vous appeler comme ça, monsieur École Inclusive, tout de même. Est-ce qu'on peut vous appeler comme ça, de façon, faire un petit résumé. Est-ce que vous pourriez nous faire un rappel des principes de l'école inclusive? Pourquoi est-on passé d'une école intégrative, enfin, d'intégration à inclusion? Comment ça marche, peut-être? Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, quelques mots, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Je vais peut-être juste prendre 3 points dans le temps limité qu'on a. En disant en introduction que, évidemment, du point de vue de l'école, la question qui nous occupe aujourd'hui est au moins aussi compliquée que des autres points de vue, que ce soit du point de vue médical ou du point de vue de l'intégration sociale ou de tout ce qu'on voudra. Donc la chose est complexe et qu'il faut y prendre du temps. C'est le premier point qui, moi, me semble important. Et je reprendrai bien la remarque de Jean-Charles Ringard. Les remarques et la situation de violence qu'a vécue la maman tout à l'heure est à prendre en compte. Autant on aurait pu avoir le témoignage de belles réussites et de nombreux enfants en sont la preuve, qui ont réussi leur scolarité et un parcours de formation professionnelle et d'insertion sociale. Donc ça, c'est à prendre en compte, ce chemin fait. Mais évidemment, si on est là tous un samedi, même s'il pleut, c'est parce que tout ne va pas bien. Et donc, effectivement, en se concentrant sur les difficultés, ça laisserait penser qu'on n'a pas de solution, alors que ça n'est pas le cas. Donc ça, c'est un premier point qui me semble important. Après, effectivement, on est nombreux à dire en sciences de l'éducation que le terme d'inclusion, finalement, il ressemble beaucoup à celui d'intégration. Le docteur Pouet l'a dit tout de suite, on n'emploie peut-être pas les mots dans le même sens, mais il est clair que les enfants qui pouvaient aller à l'école sans qu'on change massivement l'école, ils y sont. Ils y sont. On les a intégrés au sens où leur place n'était pas à l'école avant 2005, puisqu'il y avait des établissements spécialisés quand on était reconnu handicapé et qu'on n'allait pas à l'école. Autant on a pu les accepter en intégration, puis en inclusion, c'est comme ça qu'on dit, hein, sauf erreur. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, je crois, c'est ces situations très violentes où l'écart est tel entre les normes scolaires et les besoins de ces jeunes que cet écart ne peut pas être résolu par l'intégration. Alors, excusez-moi, j'ai très peu de temps et au risque de la caricature, pour moi, les logiques inclusives, c'est des logiques où l'aide qu'on apporte pour améliorer la situation sont massivement des logiques compensatoires. C'est-à-dire qu'on aide l'enfant, on va travailler à la rééducation, et beaucoup de chemin est fait là-dessus dans les parcours, ça a été montré tout à l'heure. On va mettre en place des aides humaines à ESH, on va mettre en place des ordinateurs. Si ça suffit, c'est parfait. Mais la plupart du temps, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en fait, la souffrance est encore énorme pour les enfants comme pour les professionnels. Parce qu'évidemment, connaître les besoins des enfants ne nous aide pas à connaître les besoins des professionnels, bien souvent. Et fournir une trousse à outils dont les professionnels de santé ont pu s'assurer de la validité pour les enfants, en pensant qu'elle va être mise en place de manière simple dans un contexte scolaire que l'on a construit comme normatif, où les enseignants enseignent dans des collectifs importants le même savoir à une même classe d'âge. Ça pose d'énormes problèmes. Donc en fait, nous, on travaille dans l'éducation à toute une traduction qui va faire qu'on va devoir passer des besoins des enfants aux besoins des professionnels pour construire, c'est là où je veux en venir, une école accessible. C'est-à-dire de passer d'une logique de compensation en premier,
qui est peut-être une des limites de la loi de 2005. Vous voyez, on acquiert un droit à compensation. Mais là où on voudrait que l'école soit accessible. Donc là, on a un problème. C'est ce premier problème, je crois, qu'il faut qu'on souligne. Pour moi, c'est pas passer de l'intégration à l'inclusion, c'est passer de l'inclusion à l'école inclusive, c'est-à-dire en faisant une école accessible, et je parle évidemment d'accessibilité physique, mais aussi d'accessibilité sociale. On en a parlé à table avec plusieurs parents, la solitude des enfants, alors qu'on sait que la paire aidance, le groupe de pairs, le support de la classe est quelque chose de fondamental, pose problème. Une accessibilité pédagogique sur les méthodes d'enseignement, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi une accessibilité didactique, au sens où il faut bien qu'on puisse enseigner les bons savoirs aux élèves, quelle que soit leur classe d'âge. Si on a fait ses 16 ans, à ma connaissance, on va au lycée. Si on a eu toujours des difficultés pour apprendre à lire et qu'on a besoin d'apprendre à lire, il va bien falloir apprendre à lire. Donc, il y a tous ces ajustements qui sont très compliqués, qui sont extrêmement violents pour une école dont on conviendra assez facilement qu'elle n'est pas suffisamment aidée et qui font qu'à certains moments, un proviseur, un principal, va fermer la porte de son bureau à certaines familles, ce qui est vécu comme une violence légitime extrême, mais je peux vous assurer, pour être au quotidien dans les classes, que c'est la même violence que vivent les enseignants, dont on sait qu'ils sont massivement pour la construction de l'école inclusive. J'attends le baromètre Ipsos et de la Fédération Générale des PEP là, qui est sorti hier, mais je ne l'ai pas trouvé en ligne. Mais voilà, on a une participation importante de l'école, tout aussi importante que le manque de savoir-faire. C'est un des freins, donc pour vous, c'est voilà, pour l'accès au savoir. On n'est pas que sur l'accès au savoir, et les compensations ne vont pas. Enfin, il y a d'autres freins en tout cas pour améliorer les choses et pour faire évoluer la situation. Thomasé, donc vous avez vu qu'il y a encore beaucoup de choses à dire à la lueur des échanges. Quand même, est-ce que l'école, vous pensez, a les moyens de tout mettre en œuvre pour s'adapter aux élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers? Est-ce que la collaboration soins, école, famille est suffisamment fluide et développée aujourd'hui? On voit qu'il y a quand même quelquefois des difficultés de liaison entre certains secteurs. Et vous savez bien que quand il y a des préconisations médicales, la place des parents, on vient de le dire également, sont souvent ressenties encore quand même, malgré la table ronde en a parlé, enfin chaque acteur en a parlé, mais sont ressenties souvent comme une ingérence quand même encore au sein de l'école. On est dans ce projet de co-construction, mais où on en est aujourd'hui en réalité? Est-ce qu'on est sur la bonne voie, au moins? Ah, alors ça c'est bien, oui. Oui, je crois, enfin voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on a fait beaucoup de chemin. 4 éléments pour répondre, je crois. La première, c'est que il faut qu'on prenne le temps de mieux analyser les difficultés que rencontre l'école. Il faut qu'on les analyse en interne à l'école. Enfin, Philippe Mérieux disait l'école doit être son propre recours. Il y a des moments, il y a des éléments pédagogiques qui ne regardent que l'école. Donc ça, c'est un premier élément important. Les difficultés dont je parle relèvent souvent d'injonctions qui sont vécues comme paradoxales. Adapter pour mon enfant, mais respecter les normes scolaires pour tout le monde. Vous voyez ? Égalité, équité. Protéger suffisamment nos enfants par des adaptations, mais faites-leur faire la même chose qu'à tous, puisque l'école doit être la même pour tous. Ce ne sont pas des injonctions paradoxales. On peut sortir, mais c'est vécu sur le terrain comme des dilemmes, comme dans beaucoup de métiers, où en fait on est confronté à des logiques d'égale valeur qui s'opposent. Donc, tout de suite, ces portes fermées dont on parlait tout à l'heure, ça s'appelle en ergonomie du métier empêché. C'est-à-dire des personnes, des professionnels qui voudraient bien faire, dans les deux sens du terme, mais qui ne peuvent pas faire parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Donc ça, c'est un premier élément important qu'il faut qu'on traite pour une part dans l'école, mais aussi en externe, parce que je crois vraiment
depuis 10 ans que je travaille avec Corinne Mérini notamment, que le travail collectif, et notamment les logiques d'intermétier qui a été placé en tant que tel dans les bonnes pratiques, dans le travail qu'a pu faire la Haute Autorité de Santé sur l'inclusion. Je vais reprendre ma phrase. Donc des pratiques d'intermétier qui sont pensées comme de bonnes pratiques. Alors, là-dessus, quoi dire? Premièrement, effectivement, il faut qu'on aide l'école à raisonner en termes de besoins éducatifs particuliers. Le concept de handicap, il est probablement important si on l'a mis dans des lois, c'est bien que ça doit servir à quelque chose, mais dans l'école, c'est un concept qui est finalement purement administratif, qui donne des droits à. Ce qui est important, c'est que l'on prenne en compte, et les familles le comprendront très vite, les besoins de leur enfant. Leur enfant, il a besoin d'un certain nombre d'aménagements. Le fait que ça soit reconnu par un handicap, le fait que ce soit diagnostiqué, on a bien souligné tout à l'heure l'importance de ce diagnostic, mais dans l'école, à partir du moment où les actions à mener sont de nature pédagogique, c'est-à-dire qu'on peut les mettre en œuvre sans diagnostic préalable, l'école n'a pas besoin d'un diagnostic et il faut se rendre compte de cette, de cette difficulté qu'on vit quand, en se débarrassant du concept de handicap, on dit il faut parler de besoins particuliers, mais en fait on ne parle pas de besoins particuliers puisqu'on parle d'élèves à besoins particuliers. C'est-à-dire qu'on refait une forme d'identification de personnes là où en fait l'école, pour être inclusive, c'est-à-dire pour être accessible, devrait répondre aux besoins particuliers des élèves. Et on en parlait à table hier, on a tous des exemples en tant que professionnels et parents d'un besoin, par exemple d'un texte qui serait dans la bonne police de caractère suffisamment bien présenté, qui va être utile pour des enfants 10, mais aussi pour des enfants qui ont des difficultés scolaires ordinaires, ceux qui n'ont pas la chance d'être handicapés, disons, et bien d'autres difficultés. Donc, pour moi, le premier levier, c'est de raisonner en termes de besoins éducatifs particuliers. Deuxième point, le travail collectif. Alors, le travail collectif, on en a parlé 25 fois. C'est important. Ça fait partie aussi de ces injonctions qui, pour moi, ne se décrètent pas. C'est-à-dire que travailler ensemble, il va bien falloir que ça s'apprenne. Jusqu'à présent, on est dans des situations où le travail collectif, c'est souvent un sachant qui vient expliquer à quelqu'un qui ne sait pas comment il doit travailler. Et c'est ça qui ne marche pas. Il y en a eu 2-3 allusions à certains moments. Donc, pour aller vite, il faut qu'on arrive à une conception du travail collectif qui est une conception où on croise les expertises. L'AESH, au bout de 3 semaines à côté d'un enfant, elle en sait plus sur les fragilités de cet enfant en contexte scolaire que quiconque, même que la famille, parce que la famille, elle ne voit pas son enfant dans l'école. Donc, la famille est experte. Elle a son expertise, l'AESH, l'enseignant, qui aussi a son système de contraintes, et tous les professionnels. Et donc, ce qu'il faut qu'on invente, c'est effectivement ces espaces de concertation. Le terme que j'emploie, c'est des espaces de négociation. Pourquoi on parle de négociation avec Corinne Mérini? Pas pour une négociation où celui qui va gagner va prendre à celui qui va perdre. Non, non. C'est parce qu'on va construire ensemble en trouvant des réponses qui, finalement, ne préexistent pas. Je vais prendre juste un petit exemple pour illustrer, qui nous vient d'un médecin d'un centre de référence sur le langage. Ce médecin avait bien compris la logique de négociation. Il disait, moi je peux dire à l'enseignant, voilà, pour cet enfant, il faudrait faire ça, ça et ça. Et l'enseignant, si on est dans une logique de négociation, il va dire, ah oui, mais ça peut-être, mais ça, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que j'ai 30 élèves, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas de photocopieuse couleur, je ne peux pas le faire pour de multiples raisons. Et logiquement, si on est dans une logique de négociation, le médecin, il a un plan B ou un plan C. C'est-à-dire qu'il ne vient pas avec une ordonnance, c'est ça ou rien, c'est
on peut trouver une adaptation. Les idées du cartable fantastique le montrent bien. On a des alternatives, on a d'autres possibles. Donc en fait, le spécialiste du trouble va pouvoir trouver une alternative, et peut-être que l'enseignant lui aussi va pouvoir trouver une alternative. En termes d'ergonomie, chacun va puiser dans l'épaisseur de son activité, dans une multitude de possibles, pour trouver des réponses qui conviennent aux uns et aux autres. C'est ça le croisement des expertises. C'est ça l'espace de négociation. Alors, pour ça, on a besoin effectivement de formations conjointes. Moi, je crois vraiment en cela, en termes de possibles, des formations conjointes qui permettent à des enseignants, des parents, pourquoi pas les collectivités locales, parce qu'on voit bien que l'école, elle est inclusive par son maillon le plus faible, et si les locaux ne sont pas accessibles, s'il n'y a pas une place, y compris physique, pour les professionnels de soins et de rééducation qui maintenant rentrent dans l'école, on ne va pas arriver à construire ces écoles accessibles. Donc, en gros, des espaces en formation continue où on va pouvoir construire ensemble un projet, un devenir, un parcours aussi pour l'école, finalement. En gros, en fait, c'est ce qu'on dit depuis ce matin, c'est ce qu'on défend depuis ce matin. C'est vraiment, il faut travailler ensemble, il y a encore du travail et il faut se donner du temps aussi, il faut dégager du temps dans tous les domaines pour pouvoir le faire. Absolument, et donc construire en fait les conditions du travail collectif. Ces formations professionnelles intermétiers, c'est les conditions du travail inclusif. Les enseignants spécialisés KPI qui sont formés pour travailler en intermétier et peut-être animer la coordination sont des professionnels qui sont capables effectivement d'accompagner la construction, de créer de la symétrie. Juste un dernier point, face à cette multitude d'injonctions pour les 10 et l'ensemble, comment dire, je vais le dire autrement. En fait, l'action publique, elle s'est découpée en autant de systèmes que de besoins identifiés venant notamment des logiques déficitaires, donc aveugle un service, etc. Si on se met à raisonner en termes de besoins, mais surtout en termes de possibles et d'autrement capables, comme ça a été dit, alors une piste que je vous soumets, et puis on n'aura pas le temps de la travailler, mais non, pour moi elle est fondamentale, c'est la logique de pédagogie universelle. Sophie Cluzel parlait d'accessibilité universelle. Il ne s'agit pas tant de trouver une façon de faire de différenciation pédagogique pour chaque type de trouble. Si je raisonne besoin particulier, je vais prendre en compte les besoins, mais dans des fonctionnements pédagogiques qui conviennent à un maximum d'enfants. Et ça, vous regarderez sur Internet, ça s'appelle la pédagogie universelle.